Salut et bienvenue au tutoriel sur l'alpha de Cronbach et la corrélation qu'on va faire sur SPSS et que vous allez utiliser pour le cours d'analyse de vos données. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire l'alpha de Cronbach ou de calculer l'alpha de Cronbach de vos variables, que ce soit votre variable indépendante ou votre variable dépendante, ça n'a pas d'importance. N'importe quelle variable ou mesure qui est continue, on peut évaluer l'alpha de Cronbach. Puis deuxièmement, on va voir comment faire une corrélation. Très simple. Alors, sans plus tarder, allons à SPSS. Donc, vous pouvez télécharger SPSS et si je me trompe pas, à travers de la Logitech de l'UQAM, vous pouvez installer le SPSS sur votre portable ou sur votre ordinateur. SPSS est un peu comme le Excel en traitement de données. C'est probablement le logiciel le plus communément utilisé, mais c'est pas nécessairement le meilleur. Il y en a plusieurs autres qui font des différentes choses, ainsi de suite. Tout ça pour dire que SPSS est relativement facile à utiliser et puis très, très, très commun. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise SPSS pour montrer ce qu'on va faire, puisque premièrement, vous avez accès. Et deuxièmement, vous allez probablement voir SPSS dans vos cours de statistiques ou ainsi de suite. Donc, vous voyez à l'écran une base de données. Ce n'est pas la base de données, c'est une ancienne base de données. Alors, il y a deux choses, une couple de choses avant même de commencer à faire les analyses. C'est de comprendre qu'il y a deux différentes vues. Il y a point de vue. Alors, il y a la vue des données qu'on voit maintenant. Alors, ici, en haut, on a le nom des colonnes, c'est le nom de nos variables. Et ensuite, vous allez voir en bas dans l'onglet vue des variables. Si je vais à la vue des variables, je vois la liste de mes variables et puis les caractéristiques ou les attributs associés à chacune des variables. Alors, par exemple, si je vois SE1, je vois que c'est un numérique. Si je voulais aller voir, si je me rappelle pas des options de réponse, je peux aller cliquer sur valeur et puis je peux voir que dans le questionnaire, on m'a donné comme option 1 égale à tout à fait en désaccord, et ainsi de suite. Alors, ça me donne les informations un peu plus brutes de le niveau de mesure et puis les options de mesure ou les options auxquelles les participants avaient accès. Alors, ce qu'on va faire pour l'alpha de Cronbach, on va aller ici dans Analyse, nous allons aller dans Échelle et nous allons choisir Analyse de fiabilité. Donc, ça commence bien parce que l'alpha de Cronbach est utilisé pour évaluer la fiabilité d'une mesure. Donc, analyse de fiabilité. Alors, vous allez voir dans le menu ici, dépendamment de vos options encore de SPSS, vous allez peut-être voir ce qu'on voit maintenant à l'écran dans la colonne gauche, c'est les libellés des variables. Souvent, ce qu'on veut utiliser davantage, c'est les noms des variables. Alors, si vous voyez comme moi le libellé, vous allez simplement faites un right-click sur la fenêtre, puis vous allez voir l'option afficher les noms des variables. Alors, si vous cliquez sur nom des variables, là, vous allez voir le nom des variables plutôt que le libellé. Vous pouvez aussi aller dans SPSS, dans les préférences, puis toujours choisir les noms de variables. Pour l'instant, si vous ne voyez pas les noms, faites un right-click dans la fenêtre de gauche, dans le menu, puis vous allez voir apparaître les noms des variables. Alors, nous allons faire l'alpha de Cronbach de l'estime de soi, l'échelle de Rosenberg d'estime de soi, qui a 10 énoncés. Alors ici, tout va dépendre de la mesure que vous allez utiliser. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre combien d'énoncés il y a dans votre échelle, questionnaire, mesure, s'il y a des énoncés renversés ou pas, ou inversés. Et puis la nature, il faut comprendre l'instrument de mesure avant même de faire quelque chose, parce que si on comprend mal l'instrument de mesure, tout ce qu'on va cracher, tout ce que SPSS va cracher, va pas être bon parce que on lui donne la mauvaise information. Donc, comprenez quelle est la structure, est-ce qu'il y a des sous-échelles, comment on arrive à faire la computation ou le score total, ainsi de suite. Alors ici, l'échelle de Rosenberg consiste en 10 énoncés, puis le score total est la moyenne ou le somme de tous les énoncés. Alors, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 10 énoncés de l'échelle de Rosenberg, on va cliquer sur la flèche pour le mettre dans l'option dans la fenêtre de éléments. On voit que l'alpha de Cronbach est déjà sélectionné par défaut, donc on va le laisser comme ça. La seule chose qu'on va rajouter à la statistique, c'est qu'on va aller dans les options, les statistiques ici, puis on va choisir, on va cocher sur éléments si
échelle si élément est supprimé. Alors, on va voir bientôt ce à quoi ça réfère, puis qu'est-ce que ça fait pour nous. C'est la seule option qu'on a besoin d'ajouter. Normalement, une fois qu'on sélectionne cette option-là, l'option demeure. Alors, dorénavant, les autres alpha de Cronbach que vous allez faire, vous ne devriez pas avoir à retourner dans la statistique puis recocher cette option-là. Alors, on va aller sur poursuivre, puis on va voir que ça nous crache un tableau, ainsi de suite. Donc, la statistique ou le tableau qui indique le score de l'alpha de Cronbach, c'est celui-ci, statistique de fiabilité. On voit que l'alpha de Cronbach pour cet énoncé ou pour les 10 énoncés est à 0,017, qui est pratiquement zéro. C'est totalement pourri. Je pense qu'on pourrait même pas arriver plus poche puis pire que ça. C'est vraiment absolument ridicule. C'est rien, c'est de la poubelle. Alors, là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, mais c'est parce que ce qu'on a utilisé dans l'alpha de Cronbach, ici pour cette évaluation de l'alpha de Cronbach, c'est les énoncés non recodés. Alors, ce ne sont tous les énoncés originaux. Donc, si je vous pose la question, êtes-vous heureux aujourd'hui? Et puis, je vous demande sur une échelle de 1 à 7, vous dites oui, je suis très heureux, donc vous marquez un 7. Puis ensuite, là, après ça, si je vous demande à quel point vous êtes malheureux, ben là, vous allez très probablement mettre un 1. Alors alors cet énoncé de malheureux, je dois le recoder pour qu'il s'agence avec la même cote ou la même codification que les autres énoncés. Alors, en d'autres mots, s'il y a des énoncés à renverser, on doit faire le calcul de l'alpha de Cronbach en utilisant tous les énoncés qui ont été recodés. Ou disons que tout le monde répond dans la même direction. 7 veut dire positif pour toutes ou 1 veut dire négatif pour toutes. Alors, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller à échelle, retourner dans analyse de fiabilité. On va enlever les 10 énoncés originaux, puis on va aller chercher les recoder. Maintenant, la manière que je fonctionne, tout le monde a une différente manière de fonctionner, tout le monde a sa méthode de travail. La manière que je fonctionne, c'est que je fais toujours une copie des données originaux. Alors, je vais prendre les SE1 à SE10. Je vais faire une copie SE1 une copie 1 à 10, puis je vais rajouter un R. Alors ici, ce que je cherche, c'est SE1 ou SER1 à SER10. Et puis, on voit ici que, justement, il y a ces 10 énoncés-là. Alors, le R veut dire recoder. Alors, lorsque je vois un R dans un nom, ça veut dire que c'est les scores recodés de l'échelle originale. La raison pourquoi je fais une copie, c'est parce que, pour jamais avoir à perdre les originaux, c'est un peu comme un backup. Les originaux sont toujours un backup. Deuxièmement, je peux vérifier. Alors, en principe, si je vais voir un énoncé qui a été recodé, je devrais voir dans l'original un 1, puis dans la version recodée, je devrais avoir une valeur de 7 pour cette même personne puis ce même énoncé. Alors, ça me permet de voir que le recodage a bien fonctionné. L'autre affaire, une dernière chose, c'est que j'essaie d'éviter d'utiliser AR dans le nom de mes variables. Alors, la majorité des variables, vous allez voir, comme vous voyez à l'écran, il y a PSS AR, qui est justement la version recodée, mais plus tard, on voit FB. Alors, le nom des variables que je vais utiliser, je vais essayer d'éviter d'utiliser R à la fin pour justement éviter cette confusion. Tout ça pour dire que pour moi, dans ma méthode de travail, dans ma méthode de fonctionner, le R veut dire que c'est un élément, c'est les énoncés qui ont été recodés. Donc, je vais prendre les énoncés recodés. Je vais revoir si mon échelle si supprimée est là. Effectivement, c'est encore là. Alors, je n'ai pas besoin de recocher. Je vais rerouler. Alors là, on voit que la nouvelle cote de alpha de Cronbach ou le nouveau score d'alpha de Cronbach est à 0,87, qui est tout à fait raisonnable, qui est en fait très bien. Alors, en général, 0,7 est moyen, 0,6 c'est vraiment limite. 0,7 là, c'est correct. 0,8, 0,9, tout qui est en haut de 0,9 est vraiment fantastique. Alors, 0,8 c'est très bien. Le 0,7 c'est marginal. Si vous avez une cote ou un alpha de Cronbach à 0,5 ou 0,4, ben là, ça c'est très faible. Alors, ici, on a un alpha de Cronbach qui est très bon, à 0,87. Je le sais très bien parce que l'échelle de Rosenberg est très communément utilisée. Moi, j'utilise beaucoup dans mes recherches. Elle a été validée puis répliquée à maintes et maintes reprises. Donc, c'est pas une surprise que l'alpha de Cronbach qu'on voit ici est très bon. Alors, la raison pourquoi j'avais choisi ou qu'on avait coché échelle si élément est supprimé, c'est parce que dans ce tableau ici, ça nous donne
le score de Cronbach ou l'alpha de Cronbach si on enlevait cet énoncé. Alors, ici, premièrement, l'alpha de Cronbach est tout à fait raisonnable puis en fait très bien. Alors, à 0.87. On pourrait s'arrêter là puis simplement rapporter l'alpha de Cronbach de 0.87 puis il n'y aurait pas de problème. Cependant, la raison pourquoi je vous demande ceci, c'est parce que si dans votre la mesure que vous avez utilisée, c'est une nouvelle mesure, peut-être que vous l'avez traduite vous avez fait une traduction libre, peut-être que vous avez assemblé 5 ou 6 énoncés pour construire une nouvelle mesure ou quelque chose que vous voulez évaluer, ben ce n'est pas une mesure validée. Donc, on va aller évaluer. C'est ça. Alors, si vous avez construit votre nouvelle mesure et puis que vous avez un alpha de Cronbach moyen, 0.6 ou peut-être même 0.5 ou c'est ça, quelque chose qui est moyen. Mais là, on veut aller voir s'il y a une manière d'améliorer l'alpha de Cronbach en éliminant un ou des énoncés. Alors, le tableau qu'on voit, statistique de total, ou l'alpha de Cronbach en cas de suppression de l'élément, ça nous dit si j'enlève le SE1R de mon score total, si j'enlève le SE1R de mon alpha de Cronbach, l'alpha de Cronbach de mon échelle serait quoi? Bon, ça serait 0.86. Alors, si je retournais dans mon analyse, puis j'utiliserais seulement SER2 à SER10, en principe, mon score d'alpha de Cronbach devrait être 0.867. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je regarde à travers de la liste, puis je vois que dans chacun des cas, dans chacune des lignes, quand j'enlève cet énoncé-là, mon alpha de Cronbach n'est pas meilleur que ce que j'ai comme somme totale. Donc, la somme de mes 10 est meilleure que n'importe quel autre alternatif. Alors ici, c'est pas un scénario où on voudrait regarder à l'alpha de Cronbach ou en l'élimination d'un énoncé, parce que l'alpha déjà est correct. Mais là où ce qu'on regarderait à la suppression ou l'élimination d'un énoncé, c'est si vous avez un alpha de Cronbach moyen, comme 0.6 ou 0.5, puis si vous voyez que le total est 0.5, 0.6, mais en enlevant un énoncé, ça passe de 0.5 à 0.7, ben là, ça mériterait d'éliminer cet énoncé-là, de cet énoncé parasite ou cet énoncé qui mène à confusion de votre score total. Ce que ça l'indique, le tableau, c'est que vous pouvez améliorer la cohérence interne de votre mesure en enlevant un ou des énoncés suivants. Donc, la seule raison pour laquelle on regarde à ce tableau-là, c'est si votre alpha de Cronbach est moyen ou pourri début. Mais si vous avez un alpha de Cronbach de 0.8, 0.9, 0.95, vous êtes déjà jigidoo, puis il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, c'est ça sur l'alpha de Cronbach. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment faire le calcul d'une corrélation. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va corrélation, bivarié. Encore là, je vois que dans ma fenêtre, j'ai les libellés, donc je vais afficher les noms de variables parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va faire des corrélations entre la variable indépendante, par exemple, et la variable dépendante. Là, ce qu'on cherche, c'est le score total de l'estime de soi. Alors, encore là, tous ont une manière de fonctionner. Moi, mon workflow, ma manière de fonctionner, c'est que je vais utiliser le nom de la variable, SE, puis je vais normalement rajouter TO pour total. Alors, ce que je cherche ici, c'est SE, TO ou total ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Le voilà. Alors, ça représente le score total de mon estime de soi, l'échelle de laquelle on vient d'évaluer l'alpha de Cronbach. Puis disons que je prends GWBTO, ça c'est le well-being, alors le global well-being, alors le bien-être total. Alors par exemple, si je veux faire une corrélation, si dans mon travail de recherche, je m'intéressais à la corrélation à la corrélation entre le bien-être, l'estime de soi et le bien-être total, ce serait. Maintenant, que vous mettez votre VI avant la VD ou que vous inversez, ça n'a pas vraiment de différence parce qu'une corrélation, ça évalue la force de corrélation entre deux variables simultanément. Alors, ça n'a pas d'importance que vous mettez une après l'autre. Ça va quand même vous donner la corrélation. Vous n'avez pas besoin il n'y a pas d'autre option à rajouter. On peut garder par défaut et puis aller à OK. Donc, ce que ça nous donne ici, c'est un tableau de corrélation entre l'estime de soi totale et puis le bien-être total. Alors, il y a deux informations à retenir ici. Premièrement, en fait, dans
dans un tableau de corrélation, le tableau est toujours doublé parce que c'est essentiellement un tableau croisé. Alors, vous allez voir que je vais avec le tableau, que je vais avec la ligne bien-être avec estime de soi. Les statistiques ici, là, sont identiques, là. C'est juste redoublé. Alors, vous pouvez essentiellement regarder vous avez juste à regarder à la demi du tableau parce que la demi supérieure, parce que la demi inférieure est une copie, est une copie. Donc, ici, la corrélation entre l'estime de soi et le bien-être total est à 0,685, ce qui est moyennement fort. Alors, on se rappelle que 0,5, c'est relativement faible, 0,6, en fait 0,4 à 0,2 à 0,4, 0,5 c'est relativement faible. Puis là, on monte dans du moyen avec du 0,6, 0,5, 0,6, 0,7. Puis ensuite, on rentre dans une corrélation forte avec du 0,8 ou 0,9. La manière que vous pouvez penser, c'est que si j'ai... c'est pas vraiment comment que ça fonctionne, mais c'est un peu une métaphore. Si j'ai une corrélation de 0,68, alors c'est pratiquement 70. Ben, si j'ai le score d'estime de soi, mon score d'estime de soi, il prédit presque 70% de mon score de bien-être total. C'est-à-dire que mon estime de soi me donne presque à peu près 70% ou une bonne presque 3/4 d'informations de mon score de bien-être total, de mon bien-être total. Donc, les deux sont assez fortement corrélés. Si j'avais un 0,9, une corrélation de 1, ça prédit parfaitement, puis c'est impossible en psycho. Alors, plus on se rapproche du 1, plus la corrélation est très forte, puis plus les deux phénomènes bougent ou se modifient en parallèle. Une corrélation de 0,3, par exemple, mais ça serait un peu l'équivalent à si je le score de... Encore là, c'est juste une métaphore, c'est pas comme vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est une métaphore parce que si j'avais le score d'estime de soi, il y avait une corrélation de 0,3 avec le bien-être, ça serait mon score d'estime de soi prédit seulement à peu près 30%. Alors, vous voyez que le 0,3 prédit beaucoup moins, la corrélation est beaucoup plus faible que le 0,7, le 0,8 ou le 0,9. Alors, ça, c'est la première chose, le R. Le R de corrélation est, dans ce cas ici, équivaut ou égal à 0,685. Vous allez voir qu'il y a des petites étoiles à côté. Les petites étoiles, c'est pour repérer la significativité ou les résultats qui sont significatifs. Une étoile, c'est significatif à 0,05. 2 étoiles veut dire que c'est plus petit que 0,001. Alors ici, il veut dire que la force de la corrélation, le 0,685, est très fortement significatif. Ce qui veut dire, la significativité indique que ce n'est vraiment pas dû à de la chance. C'est un phénomène très réel. C'est un phénomène là, dur. Là. Donc, c'est vrai. Là. Ce n'est pas de la chance que la corrélation est forte. C'est un phénomène naturel qui existe avec quasi-certitude. Alors, plus on rentre dans un P très, très, très petit, plus c'est vraiment significatif dans le sens que plus c'est un phénomène sur lequel on peut vraiment se fier ou c'est un résultat sur lequel on peut vraiment se fier. Maintenant, la significativité a aucune incidence sur le R. Alors, on peut avoir un R ou une corrélation faible de 0,03 ou 0,3 qui est très significative. Alors, le R, peu importe la force de la corrélation existe, la significativité est indépendante de la force de corrélation. Alors, on peut avoir une corrélation qui était faible et très significative, alors qu'on peut avoir une corrélation qui est très forte et pas significative. Souvent, en général, plus c'est significatif, plus c'est fort, plus c'est significatif. C'est la règle générale, mais c'est juste pour dire que les deux sont un peu indépendants, puis c'est pas parce que j'ai une forte corrélation que c'est dû, que c'est nécessairement pas dû à de l'erreur. Il peut y avoir des cas où c'est une corrélation qui est très forte, mais la corrélation qu'on découvre, c'est purement dû à de la chance. Donc, c'est juste un phénomène incompréhensible c'est de la chance. Donc, c'est ça. Alors, la dernière chose aussi à se rappeler, c'est que un peu implicitement avec
avec le R, c'est que on voit pas le plus, mais c'est une corrélation qui est positive. Ce qu'on a comme information, c'est la force de la corrélation, 0,685. On a aussi la direction de la corrélation. Alors ici, c'est une corrélation positive. Puis finalement, on a la significativité de la corrélation, qui est justement la sigle, qui est à 0,00, plus petit que 0,001. Je ne sais pas si je peux peut-être trouver une corrélation qui est significative et bon. Alors, si vous voulez, par exemple, rajouter des corrélations, on peut faire avec plusieurs variables dépendantes en même temps. Alors, disons qu'on a encore là le bien-être global et puis, par exemple, on va aller voir la solitude, par exemple. OK? Puis la perception de stress total, par exemple. Alors, ici, c'est la solitude et puis la perception de stress. Alors, je peux rajouter plusieurs variables. Au début, je vous recommande de commencer simple avec votre variable indépendante et votre variable dépendante, simplement pour comprendre le tableau, parce que vous allez voir que les tableaux s'agrandissent et puis se complexifient relativement rapidement. Alors ici, on peut voir que, encore là, on a juste besoin de regarder à la demi-supérieure du tableau parce que c'est un tableau qui est dupliqué à l'inférieur. Donc, la corrélation entre l'estime de soi et le bien-être global, on la connaît déjà, mais l'estime de soi et la solitude est négative. Alors ici, c'est une négative à moyenne, alors elle n'est pas aussi forte que le bien-être, et c'est une corrélation négative. Ce qui veut dire que plus mon estime de soi augmente, plus mon taux de solitude diminue. Alors les deux vont dans des directions opposées. Ou on pourrait dire, plus ma solitude augmente, plus mon estime de soi diminue. Alors, une corrélation va dans les deux côtés, puis on peut interpréter corrélation de deux manières. Même chose avec la perception de stress total. Plus mon estime de soi augmente, plus ma perception de stress total diminue. On voit encore que les deux nouvelles sont relativement moyennes et elles sont tous les deux très significatives. Donc, ce n'est pas dû à de la chance. Alors, c'est comme ça qu'on fait l'alpha de Cronbach avec l'échelle de réduction ou réduction, échelle, analyse de fiabilité et finalement les corrélations avec corrélation bivariée. Sur ce, je vous souhaite bonne chance avec vos analyses et on se retrouve au cours justement pour analyser vos résultats. Bye!